La réforme des structures SNCF a été décrétée par le gouvernement en 1972. Il fallait que la SNCF devienne rentable progressivement. Donc pour rentabiliser, il fallait réduire les frais, réduire les dépenses, ce qui était un problème très complexe tout de même, hein. Il y avait des choses qu'il était absolument impossible de renier. Par exemple, les avantages offerts aux grandes entreprises qui utilisaient le rail. Le gouvernement nous donnait à disposition un certain nombre de milliers de kilomètres train par an. C'était un budget qui était alloué. Un certain nombre de milliers de kilomètres train. Il fallait qu'on reste dans le cadre de ce budget. Donc il fallait supprimer ou des lignes ou des tronçons de lignes, il fallait y arriver. Coûte que coûte, on n'avait pas le droit de dépasser ça. Alors en liaison évidemment avec la direction commerciale, c'était réunion sur réunion, mais ça n'en finissait pas. On les a, bah oui, mais là il manque encore tant, là, là on a encore 10 000 km en trop, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben on peut supprimer des bouts de ligne ou supprimer des arrêts, parce que les arrêts sont comptabilisés également, hein. La décélération, l'accélération, tout est comptabilisé et ça compte dans le budget. Donc pour réduire le budget et les kilomètres train, on supprimait des services de nuit par exemple, des régions, des trains régionaux qu'on supprimait. Non, ça a été quelque chose de lamentable. On a détruit complètement le service public. Le but principal maintenant, ce sont les grands axes, les TGV. C'est la seule politique qui reste à la SNCF, les grands axes, les TGV. Après ce petit aperçu de ce que pratique la SNCF en matière de gestion de son réseau et donc d'aménagement du territoire, je voudrais vous présenter un cas précis. Un cas précis et exemplaire à plus d'un titre. Exemplaire parce que on va voir que la SNCF fait montre d'un certain acharnement à vouloir supprimer une gare sur un grand axe, en l'occurrence celui de Paris à Brest, supprimer une gare. Et puis, donc, pas seulement la gare, mais aussi une petite ligne secondaire qui part de cette gare qu'il voulait supprimer, la gare de Ploirette, qui dessert une petite ligne secondaire qui va de Ploirette à Lannion. Attends ma petite Mimi. Mais c'est aussi exemplaire parce qu'on va voir que cette fois-ci, la SNCF s'est heurtée à une résistance populaire de toute cette région qu'on appelle le Trégor. Et on va voir que la bataille a duré un certain temps avec un résultat dont je vous réserve la surprise, mais qui est assez étonnant. La ligne Paris-Brest a été avant même sa création, dans les années 1860-1870, l'objet de luttes qui ont opposé le gouvernement central aux notables et industriels des régions de Saint-Brieuc, Guingamp et Belle-Île-en-Terre. Le premier voulait voir la ligne de chemin de fer passer loin des côtes, et les seconds ne voulaient pas voir passer ce train loin de chez eux et de leurs industries et commerces. Finalement, la ligne s'est construite en fonction des intérêts de ces derniers. La même bataille s'est d'ailleurs répétée lorsqu'il s'est agi 20 ans plus tard de relier ville sous-préfecture à l'axe Paris-Brest via la gare de Ploirette. C'est si vrai que le comte Huon de Péninster, député de la circonscription, a exigé la construction d'une gare pour desservir son château de Kergrist. Un arrêt a donc été créé
à Kéroserne. Après celui-ci, la ligne de chemin de fer continue sans arrêt jusqu'à la ville de Lannion. Bien plus tard, une autre bataille entre 1941 et juillet 1944. La région de Ploërec fut en effet un des plus hauts lieux de la résistance à l'occupant nazi, avec 73 sabotages et 34 déraillements de trains. C'est d'ailleurs cette histoire que décrit le film de René Clément, La bataille du rail, qu'il tourna sur les lieux mêmes des événements. Mais revenons maintenant aux batailles du rail plus récentes, plus contemporaines. C'est pas nouveau, SNCF a depuis très longtemps envisagé de supprimer la ligne Lannion-Ploërec. Déjà en 1977, c'était prévu dans le plan Guillaumat, quand il était prévu de supprimer un certain nombre de gares sur l'ensemble de la France, les gares de Ploërec et les gares de Lannion devaient déjà disparaître. Il a fallu à ce moment-là une action importante de toute la population, puisque ça a duré de 1977 à 1981, c'est-à-dire 4 ans, avec 107 arrêts de train. Pour que nous obtenions satisfaction aussi, il y a eu un changement de gouvernement avec un ministre qui a compris la volonté de la population. La gare de Ploërec à ce moment-là, ça a changé de nom et s'est appelée Ploërec-Trégor, pour bien définir que ce n'est pas seulement la ville de Ploërec qui était desservie par la SNCF, mais que c'était l'ensemble du Trégor que desservait cette gare. Il y a des racines politiques fortes et une volonté de lutte. Je pense que ça existait depuis des décennies dans la région. Et se traduisent encore dans les résultats électoraux. Ainsi, pour les présidentielles de 1995, les forces de gauche apparaissent majoritaires dans le Trégor. La couleur orange représente d'ailleurs les scores compris entre 55 et 60%, et les marrons de 60 à 70%. Mais la particularité est à chercher du côté des résultats obtenus par le candidat du Parti communiste. La couleur marron représente les scores compris entre 20 et 33%. Même chose pour les législatives de 1997, où cette fois la couleur rouge représente les scores obtenus par le futur député communiste entre 35 et près de 49%. Mais bon, je n'irai pas jusqu'à dire que les Trégorois sont des personnages particuliers, mais oui, je crois que si on se bat, on peut obtenir, effectivement. Au-delà des activités liées au tourisme, au secteur traditionnel de l'agriculture et de la pêche, le Trégor accueille plus du tiers du potentiel français de recherche en télécommunications. Il est une des principales concentrations en Europe de chercheurs et ingénieurs en électronique, optronique, météorologie spatiale.
Quand on a su que le TGV allait passer en gare de Ploërec sans s'arrêter, eh bien, le Trégor s'est levé unanimement, je dirais, pour protester contre cet état de fait et demander que la desserte ferroviaire du Trégor soit maintenue et même améliorée, donc avec des arrêts à Ploërec, l'électrification de la ligne Ploërec-Lannion et l'amélioration des correspondances. Le directeur régional de la SNCF que nous avons rencontré lorsque nous avons remis sur pied notre comité de défense en 1989 nous a déclaré qu'il n'y aurait jamais d'arrêt de TGV à Ploërec. Nous avons rencontré le directeur national commercial de la SNCF rue Saint-Lazare à Paris, M. Metzler, qui nous a dit que pour quelques 15 pèlerins par jour, ça ne valait pas le coup d'arrêter le TGV à Ploërec. Ik heb met het ogen dat die zagen me niet meer. Oké, doe dit niet op goede gebak blauw. Ja, dan even die om te dan ben ik wel maar. Ben niet even gezien dat worden dat hij wel maar. Ja. Ja. Nous sommes ensemble, restons ensemble, c'est la garantie du succès de notre action. Nous sommes têtus et nous ferons plier la SNCF pour la population du Trégor. Nous menons cette action depuis l'été dernier. En premier, c'était pour obtenir un arrêt bi-quotidien à Ploërec. C'est ce que nous avons obtenu et nous avons même la preuve apportée depuis que ça se justifiait, puisque je crois que depuis septembre l'année dernière, il y a 20 000 voyageurs qui ont pris le TGV à Ploërec. Donc l'action se poursuit dans le but d'obtenir l'électrification de la ligne de Lannion, qui est indispensable également. C'est une antenne de 18 km, je crois. Et pour développer encore la fréquentation de la gare de Ploërec et la possibilité de prendre le TGV également à Lannion, surtout en période estivale, il est indispensable d'électrifier la ligne de Lannion. Si les Trégorois ont salué le magnifique exploit technique qu'est la réalisation du TGV, ils sont mobilisés depuis longtemps contre l'utilisation qu'en fait la SNCF. Les correspondances se sont considérablement dégradées. 24 liaisons ont été supprimées par semaine entre Lannion et Ploërec. Il n'existe plus aucun train pour Brest entre 12h10 et 18h08. La SNCF a supprimé pendant les vacances 11 liaisons par semaine entre Lannion et Ploërec. En travaillant en direction des transports, en liaison avec la direction commerciale, les régions et les réseaux, nous étions chargés de, casser les correspondances. Alors casser les correspondances, c'était décaler les horaires de façon à ce qu'il y ait moins de voyageurs dedans. Alors en première phase, on comptait les voyageurs en service normal, comme il existait. En deuxième phase, après cassure des correspondances, on recomptait les voyageurs et on disait, ben oui, ben voilà, vous voyez, c'est absolument nécessaire de supprimer ou la ligne, ou une partie de la ligne, ou de fermeture de gare. Et c'est ainsi que toutes les petites lignes dites non rentables sont fermées progressivement. On est là pour défendre notre région, pour que la Bretagne continue à vivre. Et sans le rail, ça sera très difficile. C'est une grosse handicap et bon, le jour qu'on aura besoin, c'est pas d'aller à Morle ni à Brest l'emmener. Oui. C'est le tout, c'est d'avoir la gare la plus proche de soi. Oui. Et c'est une gare très importante. Oui. Vous avez vraiment peur qu'elle disparaisse si vous faites rien? Enfin, on a peur, on tient à la garder. Oui. Et elle reste là. Il faut l'espérer. Et alors ici, la direction de la SNCF est un peu têtue, vous allez être plus têtue qu'elle? Oui, je pense. Jamais, à aucun moment des 5 années, puisqu'il a fallu à peu près 5 années pour obtenir
l'inscription de l'électrification au contrat de plan État-région, à aucun moment on a senti que la population doutait ou qu'elle avait envie de capituler. Alors ce matin, première surprise, il y avait les forces de l'ordre qui sont là encore ce soir. Il paraît qu'il y avait de la réserve un petit peu en recul, mais ceci n'empêche que la journée s'est bien passée, s'est bien déroulée quand même. Le capitaine Benja m'a dit qu'il ne souhaitait pas d'affrontement, nous non plus. Le but, ce n'est pas l'affrontement. Le but, c'est quand même, et votre présence ce soir le témoigne, la présence de ceux qui sont venus aussi, qui se sont relayés toute la journée, témoigne une fois de plus, s'il fallait le faire, que la volonté existe, la volonté de la population trégoroise d'obtenir l'électrification de la ligne de Lannion et de meilleures correspondances locales et régionales. Ceci est clair, on ne va pas continuer de le répéter. La surprise, je disais, a été pour nous ce matin. Mais dans un avenir très proche, peut-être que la surprise serait pour d'autres. Parce qu'on pourrait arriver là, cette fois-là, sans cri et gare. Bon. Il faudrait bien qu'il arrête. Demandez-lui d'arrêter son moteur, hein, sinon on ne peut pas s'entendre. Il y avait du monde. On était nombreux à 6 heures. Il faut savoir qu'aucun TGV n'est passé dans cette gare aujourd'hui, puisque la SNCF ayant pris des dispositions, un transfert par car était fait entre Brest et Guingamp. Donc il faut savoir qu'il y a 7 TGV qui auraient dû passer aujourd'hui qui ne sont pas passés. Concernant les express, on peut considérer qu'on en a arrêté 8 ou 9. Là, ça veut dire que dans la journée, il y a eu 16 trains qui ont été bloqués en gare de Ploirette. Alors, dès ce matin, à la première heure, à 6h30, il y avait le directeur départemental de la SNCF qui était là, M. Gestin, et qui ne comprenait pas qu'on fasse une action comme ça. Alors, je lui ai fait remarquer qu'on lui avait adressé des courriers qui, jusqu'à maintenant, étaient restés sans réponse. S'il avait reçu des interlocuteurs qui ont été reçus une fois à Paris, une fois à Rennes, la dernière fois à Saint-Brieuc, la prochaine fois on peut espérer que ce soit à Lyon, nous n'avons été reçus par personne. C'est ce que j'ai déjà dit samedi dernier, et nous n'acceptons pas que quelqu'un parle en notre nom et surtout en votre nom. Parce que les mesures qui sont actuellement étudiées à la SNCF au niveau départemental ne vont pas pour une amélioration. D'après les premiers éléments que j'ai, c'est pas encore pour faciliter les relations Lannion-Ploirette, ce serait plutôt pour accélérer ce qui est déjà mis en œuvre. Donc il faut être très vigilant. D'autre part, ce matin, lorsque le capitaine de gendarmerie est venu m'informer qu'il fallait évacuer la gare, j'ai fait part aux manifestants, et tout le monde était d'accord, que si on nous empêche l'accès de la gare, l'accès des voies ne nous sera jamais interdit, comme le disait Francis. Et si on avertit à l'avance quand on fait des manifestations, on saurait aussi, si personne veut nous écouter, savoir intervenir où il faudrait et sans prévenir. J'ai une date là, 19 novembre 91, gare morte. Ah oui. Il n'y a aucun TGV qui n'a circulé dans un sens ni dans l'autre. Et on était sur les voies. Et à un moment donné, moi j'ai souvent une oreille qui se balade, et un œil aussi, et je voyais le nom ne me revient pas, un chef des chemins de fer. Comment il s'appelait celui-là ? Et il avait fait appel au CRS. Les CRS étaient de l'autre côté. Ils étaient planqués de l'autre côté. Plein de 2 grands autocars remplis de CRS. Mais on nous avait dit qu'ils avaient peur des paysans qui viennent casser tout. Et on était assis sur les voies. On a eu ordre de libérer les voies pour que les TGV passent. Les gens étaient assis et il s'est fait embarquer avec 2 gendarmes. Le 19 novembre. Ça, c'est une anecdote, ça. Et il a dit aux 2 gendarmes. Il y a 50 ans. Jour pour jour. Jour pour jour, exactement. Il y a 2 gendarmes français qui sont venus me cueillir à Plogon-de-Verre. Puis j'ai terminé le voyage à Bergen-Belsen, en passant par Buchenwald et puis Dora. Le jour anniversaire. Hein, les 2 gendarmes. Oh, mais c'était pas nous. Non, c'était pas vous, mais vous étiez pas nés. Mais enfin,
Mais ça, je vous le signale que... C'est des souvenirs, on avait quand même la lutte de la résistance dans la tête quand même encore. Hein. Il n'est quand même pas concevable qu'un comité de défense qui a le soutien de 40 municipalités de la région ne soit pas reconnu comme représentatif de la population qui veut se défendre et défendre le Trégor. Nous savons très bien, et le comité de défense de la gare de Pleuret-Trégor le répète sans arrêt, le rail c'est la vie, parce que l'irrigation de toute une zone économique peut se faire par la route, mais pas dans les mêmes conditions et au même prix que par le rail. Ça, c'est bien évident pour tout le monde. Et nous sommes, nous, particulièrement désavantagés si une gare comme celle de Pleuret venait à disparaître, parce que quand on parle de Pleuret, ça veut dire que Lannion n'existe plus. Si nous n'obtenons pas l'électrification de la gare de Lannion, ça veut dire que les deux gares de Pleuret et de Lannion sont condamnées à disparaître dans un temps. Ce sera très rapide. Les gares de marchandises, on les a déjà fait disparaître pratiquement. Par conséquent, si c'est la gare de Pleuret, si le TGV ne s'arrête pas à Pleuret, et si tous les trains, la meilleure desserte régionale ne se fait pas, si nous n'obtenons pas l'électrification et des améliorations dans la desserte par les trains régionaux et des meilleures correspondances, eh bien, ce sera dramatique pour notre région. On nous enlèvera un des meilleurs atouts que nous avons pour pouvoir jouer sur un développement éventuellement du point de vue économique. C'est évident, ça. Par conséquent, nous serons complètement enclavés. On va nous transformer en quoi? En réserve d'Indiens. On va nous transformer en zone uniquement touristique qui n'aura aucun avenir, sauf dans le tourisme, c'est-à-dire une seule carte à jouer. Eh bien, moi, je considère que c'est pas possible que ça puisse se passer comme ça. C'est pourquoi nous sommes très directement engagés dans cette bataille pour la survie de la gare de Pleuret. On pourrait dire que Plestin-les-Grèves n'est pas très directement concerné, si le canton de Plestin-les-Grèves est très directement concerné. Et c'est pourquoi, sur le quai de la gare de Pleuret, on voit énormément de Plestinais qui sont conscients que c'est comme ça que ça doit se passer. On doit se battre pour que survivent la gare de Pleuret et la gare de Lannion. Gare routière, arrêt TGV, oh là là, TGV gare. Non, mais regarde, juillet 91. On était fous, hein, c'est pas possible. Le 13 juillet, arrêt TGV. Le 27 juillet, arrêt TGV. Le 10 août, arrêt TGV. Le 24 août, arrêt TGV. Tous les 15 jours. Véritablement, c'était massivement que les gens venaient à Pleuret, et je crois avec un état d'esprit assez étonnant. Il y avait là-dedans la joie des retrouvailles, le bonheur de la lutte. Je dirais qu'il y avait des airs de 36 dans la bataille du rail du Trégor. Et jamais on a pensé que ça pouvait échouer. Ah ben, il y a naturellement toutes les catégories socio-professionnelles de la région. Les commerçants de Pleuret et d'ailleurs sont d'ailleurs représentés au sein du comité de défense. Ils participent aux manifestations avec nous. Et il y a bien sûr des jeunes, des étudiants qui ont signé des pétitions aussi pour demander à ce qu'il y ait des correspondances beaucoup plus correctes pour eux, pour pouvoir aller soit à Brest, soit en direction de Rennes pour poursuivre leurs études. Mais cela concerne tout le monde, bien sûr. Il y a ici beaucoup de retraités aussi dans cette région. Mais on comprend bien justement lorsqu'il y a comme ça à avoir la visite de ces enfants ou aller leur rendre visite, on comprend que les personnes âgées aussi, eh bien, qui utilisent le train, aient besoin bien sûr d'avoir les conditions qu'ils avaient avant. Bien sûr, le TGV existe, mais ça doit être un plus et non un moins. On peut donc voir que la situation continue de se dégrader et les horaires qui sont actuellement étudiés au niveau SNCF nous laissent craindre le pire. C'est pour ça qu'il faut qu'on accentue notre pression et montrer à la SNCF que nous ne sommes pas prêts de nous laisser faire. Et même ce qui serait intéressant, c'est que les gens qui envisagent de prendre le train le dimanche pour se rendre à Paris nous contactent, et à ce moment-là, on pourrait arrêter le train pour qu'ils puissent le prendre. Ils n'ont rien à craindre, ils prendraient un billet à partir de Guingamp et on ne peut rien leur dire, ils seront en règle vis-à-vis de la SNCF, parce que ça peut être intéressant de prendre le TGV à partir de Pleuret puisqu'il lui passe. Alors à ce moment-là, ils nous font signe, on l'arrête et ils prennent le train. Bravo. Le bureau des réservations. On va le faire automatiquement, on va le faire manuellement.
On va d'abord se mettre d'accord sur le temps d'arrêt. Moi, je propose le même temps que d'habitude, c'est-à-dire une demi-heure, en regrettant qu'il ne soit pas là à l'heure, parce qu'étant donné que c'est la fête de Ploirette ici, nous avons une matinée un peu bousculée, nous les élus locaux. Et... Ah, le voilà. Le voilà. Il est arrivé au coup de sifflet. Donc si vous êtes d'accord, on va le garder comme d'habitude jusqu'à 11h moins 20. Et nous allons donc intervenir tout à l'heure, l'un après l'autre, Jean Tazé et moi. Le président du conseil régional, M. Yvon Gourde, a affirmé au cours de cette séance publique son accord pour que l'électrification Ploirette-Lannion soit inscrite au 11e plan et qu'il en avait fait part au niveau national SNCF-État. Et 6 élus condamnés, non mais... Comment vous avez ressenti la chose alors? Oh, avec rage, parce qu'ils ont sorti un décret, mais qui datait de 1941, sous Pétain, ne pas entrave à la circulation. Non mais alors où on va? Non, moi je peux pas. Je peux pas? T'envoyez-moi. Mais attends, c'est Pénéro. Bien, il y a donc 4 cars qui sont retenus et qui sont présents ici à Ploirette, archi complet. Et il y en a également un qui est tout à fait complet à Plestin, oui. Et puis un autre de Lannion qui est également plein. Plus un car qui doit partir également de Saint-Brieuc, ça fera 7 cars au total. 7 cars soit environ 350 personnes. La SNCF est têtue, mais les vôtres sont têtus aussi. Oui, oui, oui. Et comment se fait-il que Coucou chez nous ne nous fait pas passer à la télévision? On m'a dit, oh, ça a dû être censuré. Oui, parce que normalement, ils étaient venus vous voir, oui. Ouais. Mais il y a des choses qu'ils ne veulent pas montrer. Oui. Oh. La télévision régionale a parlé là du procès avant? La télévision régionale? Oui, FR3 Bretagne. Ben, je n'ai pas vu hier soir, pas un mot, rien du tout. Rien du tout, oui. Rien. C'est voulu. Oui. Bon, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Les cars vont s'arrêter à Montauban pour une pause casse-croûte, pause pipi, pause casse-croûte, mais une demi-heure maximum. Alors je vous demande d'être disciplinés parce que sinon on en risque d'arriver en retard. D'accord? D'accord. Bien. Allez, à tout à l'heure. Et se rappeler du numéro de car, oui. Alors, quel numéro? Alors pour vous permettre, il y a un numéro qui est apposé au pare-brise. Alors vous êtes dans le car numéro 3. D'accord. Chauffeur. Oui. Tu leur dis 13h15, c'est bon? Oui, mais tu leur dis de faire 20 francs de monnaie. Comment? Tu leur dis de faire 20 francs de monnaie. Voilà. Il a fait ça? Non, mais on va calme, Bon appétit. Merci. On va aller au bistrot aussi. Bon appétit. On va dire il a faim celui-là. Tu vois la place, ça perd ta place. Michel, donne un coup d'œil par ici, là, quand tu l'attends. Avec moi, pas de devant. Avec une boîte. Ah, mon loup, il y a l'action. Toi, Michel, hein? Oui, non, non. Bonjour. Ah, tout à toute heure. Voilà. Et voilà. Bonjour,
pêche aussi parce que tout à l'heure, on n'aura pas de place. T'as vu Armel? Ah bon? On n'a jamais eu l'occasion de se voir. Oui. Pourquoi ils ont pas Vous avez vu le Monde qui est venu? Non. Ah oui, oui, je pensais au journal Le Monde. Donc, non. Les habitants là, qui sont venus vous soutenir, ça vous fait quoi? Oui. Ah ben ça fait vraiment plaisir. Et ça prouve que le mouvement au moins est populaire. Oui. Et bien soutenu par l'ensemble de la population. Je ne sais pas. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous avez peur ou... Ah, pas du tout. Pas du tout. On va pas nous emmener en prison. Comment? Non. Il y a 3 qui manquent à la peine. Vous avez préparé votre défense? J'ai préparé ma valise. Et la défense? Oh, oui. Oui, ça va aller? Je pense. Bon. Vous êtes pas... Ils sont là, ils arrivent. Témoin. Monsieur Félix Létour. Salut Roger. Je sais pas s'il faut lui donner, je sais pas, tu donnes ça à ton avocat si tu veux. Alors le plus simple est que pour l'instant, tant qu'on voit les témoins, Je sais comment ça fonctionne moi au tribunal. René, on t'appelle Médiateur, ça? Oui. Ah, l'autre, René Vautier. C'est ici qu'on m'a appelé? Oui, René. Ouais. Présente-toi tout de suite à la base. Oui. Vas-y, on t'attend. On t'attend aussi. Ah bon? Oui. Qui osait lui tenir? Alors, monsieur Lérec. Voilà, alors l'audience va commencer. Je vais demander aux journalistes qui viennent voir maintenant qui auront pris des photos, des films d'arrêter. Alors, messieurs, je vous ai reproché à tous la même infraction. Je vous ai reproché d'avoir contrevenu à la réglementation sur l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances, et sur la circulation des convois en troublant et entravant par quelques moyens que ce soit la mise en marche de la circulation des trains et en pénétrant, circulant et stationnant sur les parties de la voie ferrée non accessibles au public. Cela vous est reproché de la façon suivante. Pour M. Lehec 17 fois entre le 7 décembre 1991 et le 24 avril 1993. Pour M. Laennec 5 fois du 23 octobre 1991 au 27 mars 1993. Pour M. Tazé 46 fois du 4 août 1991 au 24 avril 1993. Est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît, de filmer maintenant, hein? Monsieur Laurent, c'est une fois le 24 avril 1993. Monsieur Riwal, c'est 22 fois du 21 septembre 1991 au 24 avril 1993. Et Monsieur Duval, c'est 3 fois du 23 octobre, pardon, les 23 octobre et 20 novembre 1991 et le 6 février 1993. Alors, est-ce que la CNCF est présente? Je représente. Il a fallu cet arrêt de train pour que nous réussissions à avoir des négociations au plus haut niveau, c'est-à-dire à Paris, après que M. Ducoutet, le directeur régional en place ici à Rennes, nous ait affirmé qu'aucun TGV ne s'arrêterait jamais à Ploirette.
Donc on dirait un trait sur cette gare qui dessert quand même une région où il y a environ 80 000 habitants permanents. Il n'y a pas que Ploerette seul, il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Nous avons donc réussi à obtenir un arrêt du quotidien qui permet de prendre le train à 7h36 le matin. C'est celui avec lequel nous sommes venus d'ailleurs, parce qu'après, les correspondances deviennent beaucoup plus difficiles. Le temps à passer à Rennes ou à Paris devient beaucoup plus court. Et nous avons le retour aux environs de 23 heures. Voilà, donc nous avons gagné par notre action, et uniquement par notre action, cette première étape. Se posait maintenant le problème de l'électrification de la ligne. Si nous voulons la pérenniser, nous savons très bien que lorsque le programme breton d'électrification des lignes sera terminé, on va se débarrasser du parc diesel, qui va être trop coûteux en maintenance parce qu'il est vieux, il est suranné, il est même tout à fait désuet et fait honte aux étrangers qui viennent visiter la technopole de la ligne. Alors, il faut savoir qu'au niveau du Conseil économique et social, ça a été voté à l'unanimité pour l'électrification, pour que ça rentre dans l'ancien plan. Le Conseil régional l'a voté également. Il y a 54 communes qui ont pris des délibérations et qui nous apportent ce soutien, sont représentées en partie aujourd'hui par leur maire. Il y a les 3 des sénateurs des Côtes-d'Armor qui apportent leur soutien, les 2 députés. Est-ce que je peux vous demander, à votre avis, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu satisfaction malgré l'ensemble de ces arguments auprès de la SNCF? Est-ce que vous en avez une idée? Est-ce que vous avez une hypothèse à avancer? L'idée qu'on peut avancer, c'est que la SNCF a décidé dans un premier temps que la gare du Trégor serait Guingamp. Trégor, c'est pas Guingamp. Et maintenant, on ne peut pas revenir dessus en disant on a eu tort. En face de nous, on n'a personne qui répond. On a vu le directeur régional de la SNCF, M. Rochard, qui est venu il y a 8 jours, et nous a dit en l'an 2015, vous aurez raison. Et ce qu'il faut savoir aussi, M. le Président, c'est que c'est un faux TGV quand même. On a la locomotive du TGV, mais entre Paris et Conneré, il roule à 300 à l'heure. Mais entre Conneré et Brest, il roule à 160 km/h. Mon indignation vient du fait que la SNCF ait cru exhumer un vieux texte du 22 mars 1942 pour nous amener devant notre tribunal. Même 1845, ça peut paraître folklorique, 1942, ça ne peut pas paraître folklorique, et je vais, si vous le permettez, vous expliquer pourquoi. Au bénéfice de l'âge, 1942, moi j'ai connu. Et vous m'excuserez de personnaliser un petit peu ce débat, mais la première bataille du rail, nous en sommes à la 4e actuellement, elle a eu lieu en 1942. Et le texte qui s'applique à nous actuellement pour nous amener devant vous, Monsieur le Président, a conduit au poteau d'exécution des milliers de jeunes Français et a été la cause de la mort de milliers de cheminots qui ont perdu la vie à cause de l'application de ce texte. Eh bien, personnellement, la République française a cru bon de me décerner la Légion d'honneur pour service exceptionnel de guerre. Une partie de ces services a été accomplie sur cette ligne de Ploerette-Trégor au moment où il y avait quelques mérites à être en lutte pour redonner à notre pays son honneur et sa liberté. Eh bien, je considère qu'il y a actuellement une certaine indécence de la part de la SNCF d'exhumer un texte du maréchal Pétain, traître à son pays, condamné à mort pour trahison, pour nous amener ici aujourd'hui pour répondre de... C'est pas la SNCF, je crois qu'il faut le dire. Non, non, non. Bien placé pour le savoir. Oui, oui. Mais nous sommes aujourd'hui devant vous. Nous sommes aujourd'hui devant vous prévenus. C'est vrai, vous avez et je n'accepte pas la totalité de ce que j'ai entendu tout à l'heure, disant que nous avions porté atteinte à l'intégrité de la SNCF, de ses lignes, de ses dépendances et éventuellement de son matériel. On va y venir en détail sur ce qui... Nous avons stoppé des convois, c'est vrai, Monsieur le Président. Nous avons stoppé des convois. Aucun d'entre nous ne songerait à le nier. Mais toutes ces manifestations se sont déroulées dans la plus parfaite dignité, sans que jamais, même un caillou du ballast, n'ait été remué par qui que ce soit. Nous pouvons considérer que c'est suffisamment rare dans les temps qui courent pour que ce soit à nouveau de l'étonnement que je manifesterai. Alors je dirais que sortir un texte du 22 mars 1942 pour amener des élus locaux devant un tribunal pour répondre du droit de manifestation et de l'exercice de leur devoir d'élu local dans de bonnes conditions, prenant en compte les exigences de la population qui les a élus, c'est quand même quelque chose d'inacceptable. La SNCF devrait rougir de honte d'utiliser encore des textes signés par le maréchal Pétain. Moi, je tenais à insister beaucoup sur cet aspect du dossier parce que ça me paraît totalement indécent.
dit, à l'époque, nous étions nous dans le chemin de l'honneur. Nous étions nous dans le chemin de l'honneur. Nous le sommes toujours. Parce que pour le moment, nous ne faisons que répondre à la demande des populations que nous représentons. Les élus locaux n'ont pas pour devoir seulement de couper des rubans tricolores au cours des inaugurations ou éventuellement de participer à des vins d'honneur. Ils ont aussi et surtout pour devoir de représenter ceux qui les ont élus et qui exigent certaines choses, en particulier de ne pas voir la désertification du Trégor. C'est pour cela, et parce que la SNCF ne répond pas à notre demande de concertation, que toutes ces manifestations ont eu lieu. Autrement dit, on nous reproche d'avoir rempli du mieux que nous pouvons notre devoir d'élu local. C'est quand même un peu étonnant. Merci, monsieur le Président. Je vous remercie. Vous avez participé à une manifestation montrant que l'ensemble de la population, quelles que soient les sensibilités politiques, nous avions un but commun, c'est défendre notre région. Vous avez pu entendre des propos méprisants de la part de l'avocat de la SNCF disant qu'il suffisait qu'on vous cite pour que vous arriviez. Je pense que c'est très méprisant vis-à-vis des gens du Trégor. Vous êtes tous les uns et les autres conscients et responsables que c'est votre région que vous défendez. Je pense que c'est excessivement grave qu'un avocat et représentant la SNCF puisse me juger comme ça. Vous avez pu voir que l'avocat de la SNCF, lui, réclamait le franc symbolique, alors que le procureur qui juge au nom du peuple a réclamé, lui, la peine maximale. Le jugement sera rendu le 9 décembre. Il est bien évident que pour nous, c'est un moment au tribunal, c'est un moment de la lutte. La lutte continue. Ja, de moment maar in zet me hebben. Men weet gewoon dat we in de dan. Precies hem door. De spries wel de spries wel blammetjes. De lang alleen blammetjes. Precies hem door. T'es un étape, t'es un man appareil. Ja, en plein quoi. Tu vas nous faire mal à la fin. Oui. Boulot, toujours au boulot. Oui, voir la banderole. Ça va, René? Non. Ouais, merci. C'est bien alors. Vous donnez quelques informations. Comme le disait Robert, l'avocat de la SNCF a dit au tribunal de Rennes, et vous étiez nombreux à l'entendre, que notre mouvement s'essoufflait. On peut souhaiter à la SNCF que son trafic s'essouffle comme il s'essouffle chez nous aujourd'hui. Elle serait peut-être un peu moins déficitaire. Je crois que ce qui est important, c'est que ce soit les élus des cantons concernés, du canton de Ploirette, canton de Plestin, les cantons autour de Lannion, qui prennent position, de tout le Trégor finalement, parce que c'est un problème qui concerne toute la population du Trégor. Hein. Quand il s'agit de défendre une infrastructure telle que le chemin de fer, c'est toute la population qui est concernée, pas seulement des militants ou quelques partis politiques. Je pense que s'il n'y avait eu que quelques élus ou quelques militants, on en serait toujours au même point. Les événements à la dernière période ont montré qu'on peut remuer les montagnes, je dirais. On peut faire reculer. Je pense que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de savoir comment on va non seulement relancer l'action, mais la développer. Le contrat de plan État-région a été signé hier. Nous nous en réjouissons. C'est grâce tout de même à l'action de toute la population, il faut le dire. L'action de toute la population avec 160 arrêts de TGV qui ont fait que l'ensemble des élus se mobilisent. Il y a tout de même 59 conseils municipaux qui ont pris des délibérations. Il y a le conseil régional, le conseil général. Je recevais encore à midi une lettre du président Jospin disant qu'il était tout à fait d'accord pour participer. Alors, les informations concernant ce contrat de plan. Il y a une ligne 12, transport ferroviaire. Il est inscrit au total 230 millions. Actuellement, vraisemblablement, l'État a pris un engagement de 57,3 millions. La région, 28,7 millions. Il reste encore à trouver 144,2 millions. Hein, vous voyez qu'il a beau être inscrit, c'est pas pour ça qu'il est financé. Il reste à trouver 144 millions.
qui devront être fournis par les départements, les villes et autres. C'est pour ça que c'est important qu'ils soient inscrits, mais c'est pas pour ça que ça va être réalisé. C'est vrai. Les gens peuvent passer. Je dis que non, il n'y a personne. J'en parlais d'ailleurs. Effectivement, alors le tableau était pas mal parce que je nourrissais chez lui. Le reportage de la veille, plus ça, il faut essayer de nous. Voilà. Sur deux à Brest qui réussit à démarrer. Viens chez toi. Et pourtant, et maintenant, les gens... Lui, c'est du... Pour en charger tout ça. Ouais, il a un bon matériel. Hein. Oui, absolument. Ouais, puis bon, il est... Les Trégorois et Trégorois, rassemblés devant la sous-préfecture de Lannion le samedi 5 février 1994, se déclarent toujours autant déterminés à lutter pour que leur desserte ferroviaire corresponde à la réalité du Trégor, protestent et s'indignent contre la condamnation de 6 élus pris en otage, porteurs d'un mandat démocratiquement décerné par leur population et qui expriment au nom de celle-ci leur attachement au service public de la SNCF et la nature des besoins légitimes auxquels elles aspirent. Demande que justice soit rendue au Trégor pour une juste lutte. Et quand ça, on a eu un espoir que la victoire était au bout, et on a pensé, mais qu'est-ce qu'on va faire le samedi matin maintenant? Oui. S'ennuyer? Vous étiez content de retrouver tout le monde? Ah bah oui. Maintenant c'est une camaraderie, hein. Mais si on se rencontrait par exemple en semaine dans sa soirée ou ailleurs, mais tu viens samedi? Bah oui, bah, évidemment, c'est... Là il y avait de la camaraderie là. Hein. Mais il manquait plus qu'un type ne pas faire des frites. Mais se faire des sandwichs et puis des frites, bah ouais. Quand on imagine qu'il a fallu 5 ans pour obtenir l'inscription au contrat de plan État-région, 5 années après pour obtenir le financement et 1 année pour réaliser les travaux, c'est tout simplement étonnant quand on pense qu'au départ, tout le monde était convaincu que la chose devait se faire. C'est beaucoup de temps. Mais cette bataille populaire, véritablement, elle est remarquable. Elle est tout à fait symbolique. Alors si l'on détaille un peu les choses sur le plan du financement, il
Il faut dire que la participation de la région avait été acquise assez tôt, en particulier grâce à l'intervention de Yvon Bonneau, vice-président du Conseil régional. La participation de l'État, garantie par le contrat de plan État-région, a été revue à la hausse au moment de l'arrivée du gouvernement de gauche en juin 1997. Et à ce moment-là, la participation de l'État avait été fixée à 30%. Comme dans un contrat de plan État-région, il faut que la participation de l'État et celle de la région soient au même niveau, la région a accepté également de fixer sa participation à 30%. La participation du FEDER a été confirmée à 25% et il restait donc à obtenir les 15 derniers pourcents. Ce pas a été franchi sans doute en grande partie grâce à la réduction de la facture de 53 millions de francs à 40 millions de francs. Le Conseil général a alors accepté de fixer sa participation à hauteur de 15%, ce qui bouclait le financement sans la participation des communes qui avait été un moment envisagée et participation à laquelle évidemment les communes du Trégor s'opposaient très fermement. Monsieur Tazé, qui est adjoint au maire de Lannion. Très bien. Je connais. La première fois que je suis venu pour défendre la ligne et les arrêts dans la c'était en 1980. Ah oui. C'était donc ça fait 20 ans. C'était en juin. Tous les deux là. Et il y avait. Et oui, on était venus ensemble. Et donc on avait la godée. 20 ans. 20 ans, oui. Et la bagarre que vous meniez pour que les trains s'arrêtent en gare de Ploiret pour la défense de la ligne, du chemin de fer, aujourd'hui. Ça va? Vous êtes prêts? Attention. Attention les doigts. Voilà. C'est fait, vous pouvez. Allez.
Bon, le TGV va venir à Lannion. Très bien. La ligne est électrifiée, le train vient jusqu'à Lannion. Il s'arrêtera à Lannion. La ligne ne va pas plus loin. Mais il est évident que les défenseurs de la desserte ferroviaire du Trégor veulent aussi qu'il s'arrête à Plouarec. Et il se trouve que les grilles connues n'avaient pas l'air de le prévoir. Donc on a été obligé de mener une bataille à nouveau pour obtenir les arrêts de train à Plouarec. C'est-à-dire que le train Paris-Lannion s'arrête aussi à Plouarec. Il semble que ce soit fait, mais pour la période d'été. On a l'assurance qui a été d'ailleurs assortie d'une perte d'un autre arrêt, parce que la SNCF c'est un petit peu comme ça. On gagne d'un côté, on perd de l'autre. Et donc en échange, si on peut dire, de ce train qui s'arrêterait tous les jours à Plouarec, on perdrait un arrêt sur la ligne alors Paris-Brest, qui ne s'arrêterait plus à Plouarec, qui serait desservi par TER au lieu du TGV s'arrêtant à Plouarec. Non mais c'est assez étonnant. Il se passe des choses à la SNCF, on a un peu de mal à comprendre leur stratégie. Ah, ils voulaient accélérer le train Paris-Brest. Donc accélérer, ça veut dire qu'ils ont gagné 3 minutes, quoi, en gros. Mais ils pourraient aussi l'accélérer, là je vais dire une erreur, tu vas pas le laisser ça. S'ils l'accélèrent vraiment complètement, ils font partir de Paris, et il arrive à Brest beaucoup plus vite, mais il n'y a personne dedans. C'est embêtant. Mais ne nous quittez pas tout de suite. Je voudrais maintenant vous présenter la façon dont les télévisions nationales et régionales ont rendu compte de cette bataille qui a duré malgré tout une dizaine d'années. On n'a pas souvent vu les médias, du moins radio-télévision, autant dire pratiquement jamais. On ne peut pas dire qu'on les a jamais vus, mais très peu vus. Je pense qu'il y avait mieux à faire, certainement. Quand on pense à une bataille qui concerne un des projets du contrat de plan État-région, je pense qu'il y a moyen de suivre plus précisément les choses et d'accompagner, de soutenir même. Non, à mon avis, ce qui a été fait à ce niveau-là est insuffisant, largement insuffisant. Bien, il y en a eu quelques relais, mais très peu en définitive. Très peu. Une fois, FR1 est venu quand il y avait eu une manif, et FR3 est venu à plusieurs reprises. FR2 n'est jamais venu. Et FR3, tu penses qu'ils ont joué leur rôle? Ils auraient pu faire plus? Ah ben certainement, oui. Mais enfin, quand on leur a écrit en disant qu'on trouvait que c'était pas assez, ils disaient « vous êtes passé je ne sais plus combien de fois ». Mais ce qui est vrai, des fois c'était une séquence d'à peine 1 minute, quoi. Il fallait vous contenter de ça? Ouais, en disant qu'on était bien servi, quoi, par rapport au reste. Et alors, dites-moi, est-ce que vous avez été soutenu par les médias, justement? Par exemple, je pense précisément à la télévision régionale. Penses-tu? Donc on nous voyait de temps en temps. Alors, ça durait 2-3 minutes au début, mais après, on ne parlait pas de nous. Si on aurait tout cassé, là oui, là alors... mais c'était... On n'a jamais rien cassé. Mais c'était pas notre intention de tout casser. Vous pensez qu'ils ont fait leur travail, les gens de la télévision régionale? Non. Non. Heureusement qu'on a des photos. Ouais. Mais pourtant, les gens, ils auraient aimé avoir un petit sujet. Oui. Ceux qui ne se déplaçaient pas, ils auraient vu ça aux infos régionales le soir. Mais autrement, les médias, ils s'en foutaient. C'était pas leur intérêt. Merci quand même. C'est vraiment dommage, ça, non, que la télévision joue pas son bien sûr, sur le plan régional. Et les infos, on nous raconte ce qu'on veut, alors. Il y a un proverbe breton qui dit « D'un guirion n'est que mat de l'art ». La vérité n'est pas bonne à dire. C'est ça qu'ils faisaient, quoi. Ils ne voulaient pas participer à la mobilisation du Trégor, quoi. Non. Il a fallu combien de manifestations pour arriver à faire comprendre ça et pour arriver à ce qu'une solution soit apportée à leurs problèmes? Est-ce que la télévision, sur ce plan-là, a aidé à la compréhension du problème, a activé les choses? Non.
il y a les images, et il y a à côté accorder la parole aux gens qui participent à ces actions. Et ça, on a peur de le faire. On a toujours peur de les laisser. Et il y a des gens qui sont dans leur bureau et qui, à la limite, prennent quelques images qui les intéressent et ils sortent le discours du pouvoir. Et je me suis dit, tiens, ça peut être quand même intéressant de provoquer, avec les images des gens qui manifestent, de provoquer un débat au sein de la chaîne de télévision régionale, du service public régional. Et en invitant les gens de la SNCF, les gens du ministère des Transports, les représentants de l'État, les préfets, à venir discuter avec les maires, avec les gens qui représentaient quand même les intérêts, parce qu'ils étaient élus, les intérêts des gens du coin, et qui étaient à la tête de ces manifestations pacifiques. Quand on voit la lettre, qui est la lettre de réponse, parce que quand on a proposé aux gens de la chaîne d'organiser ce débat, en partant d'images montrant les manifestations, eh bien, le gars nous a répondu. Il nous a envoyé une lettre en disant non, de toute façon, ça n'a pas été conçu par notre comité de rédaction, et puis ça n'entre pas dans nos grilles. Mais pour être plus précis, prenons connaissance de la lettre envoyée à René. Lettre adressée à M. René Vautier, réalisateur, rue de la République à Montreuil. Monsieur, votre projet « Dialogue pour que ça roule » a été examiné avec attention par l'équipe de l'antenne régionale de France 3 Ouest. Il ne correspond ni à l'esprit de notre antenne, où les dossiers de ce genre sont assurés par nos rédactions, ni au format que nous utilisons le plus souvent dans notre grille de programme. Nous regrettons de ne pas pouvoir donner suite à votre proposition. Recevez, etc. Et c'est signé Jimmy Joncard. Jimmy Joncard a été directeur régional de France 3 Aquitaine, puis directeur régional de France 3 Limousin Poitou-Charentes, puis directeur régional de France 3 Ouest. À ce titre, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2003, distinction décernée par Jacques Chirac. Et comme tous les récipiendaires de la Légion d'honneur, il l'a été en ayant rendu les services éminents à la nation. Services rendus comme gardien du temple idéologique, du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ce service public qui se referme sur lui-même et qui dit on ne va pas donner la parole aux gens qui vivent un problème pour exprimer ce problème. C'est des gens qui carrément poussent à la violence et qui sont absolument incompétents sur le plan d'une gestion démocratique d'une chaîne de télévision. Et c'est peut-être la démonstration qu'il faut aussi faire à partir de ces images. On sait qu'elles ne passeront pas tant qu'il y aura ces gens-là, tant qu'ils auront la responsabilité. Mais ils ont, par leur réponse même, à mon sens, ils ont perdu le droit de rester à leur place. Ils n'ont pas compris ce que devait être un service public de télévision, c'est-à-dire un service où, face à l'opinion publique, les gens de base, les gens qui vivent les problèmes, peuvent avoir la possibilité de les exprimer et de s'exprimer eux-mêmes avec des images faites à leur côté, faites de leur côté, et pas faites des images seulement faites par des gens qu'on envoie en disant tu vois trancher ça dans tel sens, tu vois il faut aller montrer que le pouvoir a bien raison de... Non, c'est pas ça, c'est montrer une possibilité de débat. Et je crois que la responsabilité des gens qui refusent cette utilisation de la télé, c'est-à-dire les gens qui gèrent aujourd'hui la télé, à l'échelon de la Bretagne, à l'échelon de la chaîne publique, ont porté sur ce plan-là une très grave responsabilité. Mais l'intérêt aussi de ces images, maintenant, c'est de montrer justement que les images, malgré eux, se font, existent et sortent, et sont vues. Et c'est eux qui, à ce moment-là, ont à s'expliquer sur leur refus. Ils n'ont pas fait leur métier.